Oui, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vous qui êtes en fait victime de ce que vous avez perdu, votre enfant, d'abord par, voilà, j'allais dire l'incompétence des médecins ou des infirmiers. C'est vous qui perdez l'enfant. Vous n'êtes pas content parce que vous trouvez que la situation n'est pas trop claire et que les médecins ne vous ont pas expliqué ce qui s'est passé concrètement. Et de droit, c'est tout normal, comme le ferait n'importe qui. Vous vous êtes adressé à la justice pour que justice soit faite. C'est ça. Et là, curieusement, des gens, des inconnus, vous rapprochent pour vous demander, pour vous, en fait, vous menacer que vous alliez retirer votre plainte. C'est là que je ne comprends plus. Finalement, c'est un réseau au niveau de l'hôpital. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. C'est un réseau au niveau de l'hôpital où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et que lorsque vous portez plainte, ils envoient des gens pour vous menacer d'aller Je peux retirer dire, la plainte. oui, 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 je peux dire ça. Vous savez, Parce que la question euh, que j'aime toujours me poser, à qui profite le crime? Donc ça veut dire que ces médecins doivent connaître des gens qui vous ont menacé comme ça. les menaces avaient commencé depuis qu'on était à l'hôpital, parce que l'opération, quand on avait amputé le bras, c'était le 29. Le 28, on m'avait d'abord envoyé un monsieur à l'atelier pour me dire que non, il y a un travail, toujours dans la même stratégie de travail. J'arrive au centre-ville, plutôt au laboratoire national. Ce monsieur-là me menace, m'avait même ravi le téléphone. Avait même ravi le téléphone. Et quand j'avais expliqué ça à l'un des autorités de ce pays, il m'avait dit que oui, ce sont eux qui ont envoyé ce monsieur-là pour faire disparaître des preuves. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous compter parmi nous sur R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir consacré à un cas de santé qui visiblement pourrait être qualifié de faute médicale grave qui aurait coûté la vie à un nouveau-né. Ce dernier a dû d'abord être amputé de son bras à seulement 2 mois de sa naissance. Une situation tragique qui n'est pas restée sans traumatisme pour le couple Lou. C'est l'histoire que va nous raconter Gadi Lou. Bonjour Gadi. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Comment allez-vous? Ça va un peu. Et madame, comment elle va? Ça va un peu avec la situation avec le moment qu'on traverse là, la situation qu'elle a connue là, c'est un peu difficile de la consoler. Je vous comprends parfaitement, Gadi. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau R7. Vous nous racontiez une histoire sur votre séjour hospitalier alors que madame venait d'accoucher. Mais seulement, voilà, vous n'avez plus compris ce qui s'est réellement passé pour que vous perdiez votre bébé. Les médecins non plus ne vous ont pas donné des explications cohérentes. Voilà qui vous a poussé à porter plainte au tribunal. Mais là aussi, vous dites, rien ne vous rassure. Racontez-nous. Merci, monsieur Christian Perrin, de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle monsieur Lou Gadi Gaspard Belvinouche. Je suis de nationalité congolaise du Congo-Brazzaville. En effet, aux dates du 27 mai 2023, à 16h48, l'heure à laquelle ma fille était née au centre de santé d'intégrer d'Inzouli, Amphilou. Le même jour de la naissance de ma fille, elle a été évacuée au CHU de Brazzaville, précisément au service néonatologie qui est dirigé par le professeur Ekouya Gaston. Arrivée au CHU, au service néonatologie, 3 jours après, l'enfant commençait à manifester des crises. Et pratiquement une semaine s'est ajoutée des saignements au niveau des narines. Moi et ma femme, nous sommes allés voir des personnels du service pour administrer le traitement à l'enfant. Au lieu des injections, on plaçait par des sirops, des comprimés, vu la fragilité de l'enfant. Mais une chose qui a été refusée par des personnels du service. Le 16 juin 2023,
à 22 heures, l'heure de ma dernière visite à l'enfant, l'enfant n'avait pas de problème au niveau du cou jusqu'au pied. C'est le lendemain, 17 juin, vers 5 heures fort, avant de quitter à l'hôpital, je suis allé voir l'enfant. 17 juin 2021-22? 23. 23. Je suis allé voir l'enfant et j'ai remarqué le bras gauche de l'enfant était enrougi. C'est à 10 heures, ma femme m'appelle au téléphone pour me dire qu'une infirmière qui était venue la voir l'a demandé ce qui est arrivé à l'enfant. Ma femme répond à cette infirmière-là ainsi. Comment vous pouvez me poser cette question, tandis que c'est vous les médecins, c'est vous qui soignez l'enfant. Nous sommes des gardes malades, on dort même dehors. Cette question que vous me posez, c'est à moi de vous poser la question là. Ma femme me donne cette information au téléphone. J'ai confirmé que oui, moi, avant de sortir, j'ai vu le bras de mon enfant était enrougi. Pardon, à ce niveau-là, pardon, Gadi, à ce niveau-là, vous dites, Madame a dit, c'est les médecins qui s'occupent de l'enfant. En réalité, c'est à elle de poser la question au médecin. Voilà. Voilà. Vous êtes là vous êtes des gardes malades et vous dormez dehors. Ça veut dire quoi? Dehors où, concrètement? Dans la cour de l'hôpital. En bas là, la cour dehors, hors les salles, c'est ça? Hors dehors, les salles, oui. Hors les salles, oui. À la Belle Étoile, c'est-à-dire... hors des salles. Donc, des gardes malades, on n'a pas accès de dormir dans les salles. Donc, on était juste au couloir, donc dehors du bâtiment. Oui, après? Après, ma femme me donne cette information, je confirme, je dis oui. Moi, avant de sortir, j'ai vu le bras gauche de l'enfant était en rouge. Ma femme me dit, là où je te parle, le bras de l'enfant est devenu très rouge et inerte. Donc, ça ne bougeait plus. Le 20 juin, c'était un mardi, je suis allé voir le professeur Ekouya, Gaston, dans son bureau. C'est lui qui gère le service néonatologie. Je suis allé le voir, lui demander ce qui est arrivé à ma fille. Le professeur Ekouya me dit, non, lui aussi, il était surpris de voir ça. Ça s'est passé pendant la week-end. Personne n'a mentionné dans le document médical de l'enfant, personne ne l'avait informé. Donc, s'il n'avait pas passé visite le lundi, il ne voulait pas aussi voir ce cas. Il me rassure que non, je mène une enquête pour connaître la personne qui a posé ce dégât et à la fin, je vais vous appeler. Mais en attendant, on a ce genre de cas-là ici souvent. Donc, on va faire juste le pansement et ça va aller. Pardon, je vais récapituler à ce niveau-là, c'est très important. Donc, le professeur vous dit, il va mener une enquête pour savoir qui a causé ce dégât. Ça veut dire qu'il est déjà conscient que c'est pas un accident, mais oui, que ça doit être la conséquence d'une mauvaise manipulation probablement. Et il vous dit également que ces cas-là arrivent souvent, c'est ça? Et oui. ils vont voir ce qu'ils vont faire. Oui, ils vont faire juste le pansement et ça va aller. Ça, c'est le professeur qui me rassure comme ça. Et le 26, le service néonatologie nous fait savoir que non, on va transférer l'enfant dans l'autre service, donc en chirurgie pédiatrique, pour une continuité de pansement. Le même jour qu'on nous donne l'information, c'est le même jour qu'on avait transféré l'enfant dans l'autre service chirurgie pédiatrique, le 26. Le 29, le responsable du chirurgie pédiatrique nous appelle, moi et ma femme, dans son bureau, en disant que, non, là où je vous parle, dès que vous sortez dans mon bureau, vous donnez, vu que l'enfant prenait que le lait artificiel, vous donnez l'enfant le lait et avant 14 heures, on va amputer le bras. J'ai dit quoi? On va amputer le bras de l'enfant, pourquoi? Oh non, l'enfant a la gangrène. Je ne connaissais pas la gangrène, il fallait que je demande le responsable du chirurgie. Mais la gangrène est due à quoi? Il me dit que non, la gangrène, c'est une mauvaise manipulation par des injections. Donc là où je vous parle, avant 14 heures, on doit amputer le bras. Ma femme s'est mise à pleurer.
J'ai essayé de consoler ma femme. Le docteur là me dit non, laisse-la pleurer car ça fait mal en tant que mère. Aujourd'hui, tu emmènes ton enfant à l'hôpital pour notre cause et subitement, on t'apprend que non, on va amputer le bras de l'enfant et ça fait toujours mal. Donc, laisse-la pleurer, c'est défoulé. Dès que nous sommes sortis dans son bureau, vers 12 heures, on reçoit 7 à 8 médecins différents dans la salle là où était l'enfant. Ils viennent demander des excuses de la part de leurs collègues du néonat en disant que non, excusez-nous par rapport à ce que nos collègues ils ont fait à votre fille, mais l'opération qu'on va effectuer, c'est entre la... attendez-vous à tout. Attendez-vous à C'est-à-dire, tout. tout peut arriver. Mais d'abord, je reste d'abord sur là où vous dites les médecins, ils étaient nombreux donc qui passaient à tour de rôle pour vérifier et vous dire d'ailleurs, en fait, vous consoler, c'est ça, et vous dire de les pardonner, de les excuser, parce que ils reconnaissaient qu'il y a dû avoir une erreur. Mais est-ce qu'ils vous ont dit l'auteur de cet acte, celui qui a posé l'acte, ou je ne sais pas si c'est une infirmière, la personne qui avait mal manipulé les injections. Est-ce qu'on vous a dit, on vous a parlé de la personne? On ne nous a pas parlé de la personne, même à néonat, ils étaient en contradiction même entre eux des infirmières. Donc les autres, ceux qui avaient passé des gardes, ils accusaient ce qui était du jour. Donc entre eux, ils étaient déjà en contradiction pour ça. Donc, l'autre accuse l'autre, donc c'était ça. Donc, on ne nous avait pas dit que non, l'auteur de la personne qui avait causé ce dégât, c'est un tel infirmier ou quoi. Non, on ne nous avait pas dit ça. Et c'était pas inscrit sur, vous avez dit le dossier médical, ça veut dire que celui qui a fait cette injection n'avait pas mentionné et probablement il savait qu'il avait mal fait. Voilà pourquoi il n'avait pas inscrit ça sur la fiche médicale. Et donc on Sûrement. ne pouvait pas savoir qui avait fait. Non, non, non. Je ne sais pas qui avait fait, mais c'était causé par le Par une service injection. de psychologie. Et la suite, c'est quoi? Et quand les médecins, les 8 médecins, là, quand ils ont sorti de la salle, on a reçu encore un autre médecin, un psychologue, qui était venu lui aussi pour demander des excuses de l'acte qu'ils avaient commis. Et c'est à 14 heures, fort 15 heures, on m'appelle. Non, là, vous pouvez accompagner l'enfant au bloc d'opératoire. J'accompagne l'enfant au bloc d'opératoire et le médecin qui avait fait l'opération m'avait même demandé de rester au couloir pour peut-être une urgence, mais vu au fait, je ne supportais pas. Je ne supportais pas. J'étais obligé de sortir du bâtiment, d'aller me balader dans la cour de l'hôpital. C'est vers 17 heures, ma femme m'appelle. Oh non, là, on a déposé l'enfant dans la salle. Donc, le bras de l'enfant était amputé quand elle avait 1 mois et 3 jours. Donc, nous avons fait 1 mois à néonat et 2 semaines en chirurgie pédiatrique. Et pendant qu'on avait fait l'opération, l'enfant faisait que pleurer. Donc, après avoir fait l'opération, l'enfant faisait que pleurer. Elle ne supportait pas la douleur. Le 11 juillet, on nous donne le billet de sortie en disant que non, là, vous devez sortir. J'ai dit non, moi, je ne peux pas sortir comme ça, vu que l'enfant n'est pas encore en bon état et je ne peux pas accepter de sortir aujourd'hui. Donc, je ne peux pas accepter ça. Oh non, il reste juste le pansement. Donc là, vous sortez pour la maison. J'ai dit non. Il fallait que j'attende le billet de sortie. On nous avait donné ça le 11. Le 12, le matin, je suis allé voir le DG du CHU dans son bureau, lui expliquer les faits. Et le DG du CHU me dit que non, je veux écouter le rapport de 2 services, donc chirurgie pédiatrique et néonatologie. Il avait pris mes coordonnées téléphoniques et l'adresse domicile. J'ai dit au DG, mais monsieur le DG, moi, je ne peux pas accepter qu'on sort maintenant parce que l'enfant ne supporte pas la douleur. L'enfant fait que pleurer. Oh non, ça va aller, ça va aller. Sortez et vous revenez pour le pansement.
Donc, le pansement, c'était... Donc, quand on nous avait demandé de sortir, on nous avait demandé de rester 2 semaines à la maison. Donc, on reste 2 semaines à la maison. Après 2 semaines, on repartait encore pour le pansement. Donc, 2 jours par semaine, lundi et jeudi. Mais pendant la séance, pendant la période de pansement, quand on arrivait à l'hôpital, je faisais que déclarer au médecin que l'enfant ne dort pas. Tout ce qu'on faisait à la maison, tout ce que sa maman faisait, l'enfant ne supportait pas la douleur. Elle ne dormait pas. Elle faisait que pleurer. Mais le médecin nous répondait toujours que non, ça va aller. Et 1 mois après la période de pansement, on nous dit encore que non, on va amputer le bras, donc la partie restante pour une 2e fois. Je dis quoi? Couper la partie restante, c'est-à-dire, quand on avait fait la première opération, ça a été mal fait. Et là, on va faire ça pour une 2e fois pour que ça nous permette, quand l'enfant va grandir, pour que ça permette de mettre l'autre là, le protège. Je dis non, je ne peux pas accepter ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire à l'hôpital, après tout ce que vous êtes en train d'expliquer, et finalement, ils sont arrivés à décider qu'il fallait encore refaire l'opération et conscient qu'ils avaient mal fait. Mal fait. Voilà. C'est ça. J'ai dit, moi, et là, l'enfant, à quel âge? Vous avez dit 2 mois, c'est ça? Oui, 2 mois, oui. 2 mois. Donc, ils avaient mal fait l'opération, la première opération. La première opération à 1 mois. Il faut encore refaire sur un enfant. Oui, sur un enfant de 2 mois. Moi, donc là, je comprends. Premièrement, d'abord, il y a eu une faute, j'allais dire médicale, grave. Bon, ils appellent ça souvent erreur médicale. Ils t'ont pas dit la personne qui avait mal injecté l'enfant. Et on arrive à cette étape encore, on vous fait encore comprendre que finalement, même l'opération qui avait été faite avait été très mal faite. Oui. Et il faut faire encore une nouvelle opération. Donc on est déjà là, toujours en train comme... ça me rappelle un peu, pardon, c'est une parenthèse, pour rappeler que finalement, c'est au CHU, vous êtes en train de dire, c'est quand même le plus grand centre hospitalier de Brazzaville. Et je semble comprendre qu'il y a encore un grand souci, parce que c'est dans ce même centre, le Canadien Villard, je ne sais pas si vous l'avez connu, alors directeur général, venait en fait, de trouver par rapport aux enquêtes qu'il avait initiées. Il s'était rendu compte qu'il y avait 250 médecins avec, je dis bien 250, 250 médecins avec des faux diplômes. Et dans le même temps, on avait aussi identifié 150 fonctionnaires fictifs dans le même établissement du CHU dont vous parlez là. Et lorsque vous êtes en train de dire ça, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, parce que je venais aussi de lire dernièrement sur, je crois que c'est un site, oui, un site d'information en ligne, SACER Info, qui rappelait qu'en octobre dernier, donc octobre 2023, ils avaient constaté que finalement, les 250 médecins sans diplôme ou avec des faux diplômes n'avaient jamais été radiés. La situation n'avait jamais été résolue. Et ces hommes-là, ces gens-là, j'allais dire, ces agents-là, continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui. Et après, quand on se retrouve devant les cas comme les vôtres, dans votre situation, bon, moi je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout ça, c'est-à-dire on emploie un personnel non formé, des gens qui viennent avec des faux diplômes, qu'on fait venir, je ne voulais pas répéter, mais tous les Congolais le savent, les Yakanoki, c'est bien dommage. Mais enfin, c'était une parenthèse juste pour comprendre, et probablement avec les téléspectateurs qui nous suivent, que finalement, le CHU, comme certains aiment à le dire désormais, c'est le CHU. Mais bref, et après, c'est quoi? Qu'est-ce qui va suivre? Ils vont encore amputer l'enfant, c'est ça? J'avais refusé. Je leur avais demandé d'évacuer ma fille à l'étranger. Et ils m'avaient dit que non, nous, on est capable de faire l'opération pour une 2e fois. Je leur avais même dit que vous êtes incompétents. Parce que je ne peux pas comprendre
néonat me fait savoir que non, on va faire juste le pansement et ça va aller. Monsieur Perrin, j'ai dépensé plus de 700 000 à CHU. Plus de 700 000. Ça, c'est des produits, hormis des déplacements. Le néonat me fait savoir que non, on va faire juste le pansement et ça va aller. Mais ça n'a pas marché. On nous a caché la vérité. Et on transfère l'enfant en chirurgie pédiatrique. Et vous avez fait l'opération. Et la première opération, ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes sûr que moi, en tant que parent, en tant qu'humain, je peux accepter, vous faites une nouvelle fois opération dans ce même centre ou dans ce pays? Et là, vous avez dit que évacuer ma fille à l'étranger. Ils t'ont dit quoi quand tu leur as demandé d'évacuer sanitairement la fille à l'étranger? Ils t'ont dit quoi? Ils m'avaient demandé de repasser 2 semaines après. Avant, ils avaient d'abord refusé. Non, nous, on ne peut pas évacuer l'enfant parce que nous sommes capables de faire cette opération. Mais moi, je n'avais plus confiance en eux. Il fallait que j'insiste qu'il fasse une évacuation. Parce que j'avais même écrit au ministère des Affaires sociales. Malheureusement, jusqu'alors, pas de suite. J'avais écrit aussi au ministère de la Santé. Au moins, là-bas, ils avaient envoyé la délégation au niveau de l'hôpital, du CHU. Ils avaient trouvé une solution qu'ils voulaient prendre une charge de toute la vie de ma fille. Mais pour l'évacuation sanitaire, c'était pas accordé. Donc, le médecin m'avait demandé de repasser 2 semaines après pour qu'on trouve une solution pour l'évacuation. Donc, le deuxième rendez-vous était prévu le 21 août. Le 21 août. Et ma fille est décédée le 16 août. Donc, une semaine avant le rendez-vous. J'avais quand même ramené l'enfant au service. Ils ont essayé de réanimer l'enfant, c'était déjà trop tard. Et quand on a déposé le corps, je suis allé voir des médecins de chirurgie pour demander le conduite à tenir à propos du décès de ma fille. Ils avaient dit que non, vu que moi, en tant qu'humain, en tant que Congolais, dans mes droits, j'avais porté plainte. Et eux, ils étaient au courant, mais ils n'étaient pas d'accord de ce que De j'avais la fait. plainte. Donc, De ils la n'étaient plainte. pas d'accord. Ils Ils n'étaient pas n'étaient pas d'accord. contents que tu aies porté plainte. Oui. Fallait pas, donc, d'après eux, fallait pas que je porte plainte, fallait pas que j'écris au ministère. Donc, il fallait que ça se passe en coulisses, je peux dire ça. Mais moi, je suis quand même un Congolais, un citoyen congolais. C'est dans mes droits. C'est dans mes droits. Voilà pourquoi j'avais porté plainte. Et donc, parce qu'ils pensaient qu'après toutes ces erreurs qu'ils venaient de commettre, on pouvait les évacuer comme ça, par simple demande d'excuses. Bah, excusez-nous, souvent ça arrive. Mais après, ce courage-là de dire que ça arrive souvent, quand déjà le médecin reconnaît qu'ils ont souvent ces cas-là, ça veut dire que plusieurs fois, le personnel de santé, j'allais dire, commet ces erreurs. C'est ce que ça veut dire. Et ils sont conscients de ce qui se passe au CHU. Et la suite, c'est quoi? Vous avez porté plainte. Qu'est-ce que la justice vous a dit? Bon, la justice, moi, quand j'ai déposé la plainte le 20 juillet, euh, la plainte était transférée au niveau de l'autre là, du renseignement généraux. Le renseignement généraux avait fait son travail et ça a été, on avait remis la plainte au parquet. Mais depuis là, il n'y avait pas la suite. Au fait, moi, si j'étais auditionné le 20 mars passé, mais si j'étais auditionné le 20 mars parce que le, le 16 février de cette année, le 16 février, en revenant de l'atelier, j'avais vu un taxi qui était arrêté auprès de moi pour me dire que non, nous avons un travail à t'offrir. Donc, ce travail-là, c'est une maison de 3 chambres, salon, douche, cuisine, au plateau. Donc, les gens, il y a encore des gens dans la parcelle, mais ils vont sortir dans 2 semaines. Donc, comment on va faire? Je dis à ce monsieur, bon, prenez mes coordonnées téléphoniques et dès que vous êtes prêt, vous m'appelez. Ce monsieur-là me dit que non, ça ne sert pas que tu nous donnes tes coordonnées téléphoniques parce que on connaît déjà là où tu vis, on connaît là où tu travailles, on a tes coordonnées téléphoniques. Et le travail qu'on te demande d'aller faire, c'est d'aller retirer ta plainte au parquet.
J'ai dit quoi? D'aller Un retirer, inconnu, c'est-à-dire. pardon, vous avez dit, donc, pendant que, bon, certainement vous marchiez, un taxi s'arrête et vous dit, bon, enfin, le monsieur vous dit qu'il y a un travail qu'il veut te proposer, bah, une maison, bah, certainement qu'il sait déjà ce que tu fais, comme il a Oui, d'abord dit après, et finalement, c'est pour te dire que non, ce qu'il voulait te passer comme message, c'est que tu as retiré ta plainte. C'est ça. c'est c'est Et ça. c'est une personne que vous connaissez ou? Je ne connais pas. C'était pour la première fois que je vois cette personne-là. Mais je ne le connais pas. Je le connais pas. Ils étaient à deux et la troisième personne, c'est le chauffeur. Et dès qu'il a dit que non, le travail qu'on veut te faire, c'est d'aller retirer la plainte. Du coup, ils ont démarré le taxi. Moi, j'ai un avocat que j'avais engagé. Aussitôt, j'ai appelé l'avocat. Je lui ai expliqué. L'avocat m'a demandé de passer dans son cabinet. Je suis allé le voir, j'avais expliqué les faits. Mais vu la lenteur de la justice, il fallait que je passe le message par TikTok, par l'Internet, TikTok et Facebook. Et à travers ce message, c'est là où, donc quand j'ai fait passer le message au moins 4 à, 4 à 5 jours après, c'est là où le parquet m'appelle. Oh non, monsieur, passez au parquet, vous êtes convoqué au parquet. J'arrive au parquet, c'est là où on m'avait auditionné. Donc, si je n'avais pas passé message par Internet, je peux dire que jusqu'alors, il n'y aura pas la suite. Et Donc, si j'ai bien jusqu'alors aussi, il n'y a pas compris, la suite parce que depuis qu'on m'a auditionné, on m'avait demandé de fournir tous les documents, tous les dossiers. Ça a été déjà déposé. Mais jusqu'alors, il n'y a pas la suite. oui, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est vous qui êtes en fait victime de ce que vous avez perdu, votre enfant, d'abord par, voilà, j'allais dire l'incompétence des médecins ou des infirmiers. C'est vous qui perdez l'enfant. Vous n'êtes pas content parce que vous trouvez que la situation n'est pas trop claire et que les médecins ne vous ont pas expliqué ce qui s'est passé concrètement. Et de droit, c'est tout normal, comme le ferait n'importe qui. Vous vous êtes adressé à la justice pour que justice soit faite. C'est ça. Et là, curieusement, des gens, des inconnus, vous rapprochent pour vous demander, pour vous, en fait, vous menacer que vous alliez retirer votre plainte. C'est là que je ne comprends plus. Finalement, c'est un réseau au niveau de l'hôpital. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. C'est un réseau au niveau de l'hôpital où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, bon, avec tout ce que les Congolais racontent. Bref, mais bon. Et que lorsque vous portez plainte parce qu'ils se sentent menacés, qu'ils risqueront d'être rattrapés par la justice, ils envoient des gens pour vous menacer d'aller Je peux retirer dire, la plainte. oui, 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 je peux dire ça. Vous savez, Parce que la euh, question que j'aime toujours me poser, à qui profite le crime? Donc ça veut dire que ces médecins doivent connaître des gens qui vous ont menacé comme ça. les menaces avaient commencé depuis qu'on était à l'hôpital, parce que l'opération, quand on avait amputé le bras, c'était le 29. Le 28, on m'avait d'abord envoyé un monsieur à l'atelier pour me dire que non, il y a un travail, toujours dans la même stratégie de travail. J'arrive au centre-ville, plutôt au laboratoire national. Ce monsieur-là me menace, m'avait même ravi le téléphone. Avait même ravi le téléphone. Et quand j'avais expliqué ça à l'un des autorités de ce pays, il m'avait dit que oui, ce sont eux qui ont envoyé ce monsieur-là pour faire disparaître des preuves. Moi, je suis un citoyen congolais, c'est dans mes C'est-à-dire, droits. eux, les médecins, le personnel de santé, c'est ça, de Oui, l'hôpital, oui. ils Parce envoient que quelqu'un te voler le téléphone pour faire disparaître des preuves. les preuves. C'est intéressant ça. Et donc, bon voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps est presque à la fin. Et alors, quel est le message que tu veux passer concrètement maintenant, où tu as l'occasion de le dire à la télé? Bon, je sais que c'est une émission, beaucoup de gens qui sont là et à suivre cette émission. Le message que je fais passer euh, au personnel du CHU et à l'État congolais, je suis un citoyen congolais comme eux, comme tout le monde.
et c'est dans mes droits de faire ce que j'ai fait, porter plainte contre ce service. Moi, j'entends parler, je vois le procureur de la République parle que la justice, nul est au-dessus de la justice. Donc, mon message est que ceux qui ont commis l'acte, ils doivent payer ce qu'ils ont fait à ma fille. Que la justice soit faite, parce que je ne peux pas laisser cette affaire partir seulement comme ça dans l'eau. Non, non, non. Je ne peux pas accepter ça. Ma femme est encore sous douleur. On souffre. Jusqu'alors, on ne voit même pas un médecin ou une personne, quelqu'un qui peut. Donc, ils sont fous de ça. Donc, ce qu'ils ont fait à ma fille d'après. Donc, imaginez si c'était moi, arracher une main d'un médecin ou d'une infirmière. Aujourd'hui, je ne pourrais pas être là ensemble avec vous. Donc, comme dit le procureur de la République, nul est au-dessus de la loi. Donc, ces gens-là doivent payer et ils doivent payer leurs conséquences. Merci Gadilou d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons bon courage. Mais avant de terminer cette émission, j'ai un élément que je voudrais rappeler pour l'intérêt bien entendu de nos téléspectateurs. C'est une autre information signée le 1er mars 2021 par le professeur Richard Bileco, donc de la Direction générale de la santé. Une lettre qui émane évidemment du ministère de la Santé de la population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Inspection générale de la santé, note numéro 00055-MSPPFIFD-IGS.21. Note d'information. À l'attention de Madame la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement. Objet, écoutez bien, objet, analphabétisme des diplômés des écoles paramédicales. Je répète, analphabétisme des diplômés des écoles paramédicales. Le centre hospitalier universitaire de Brazzaville procède au recrutement de 199 infirmiers diplômés d'État, 19 sages-femmes, 136 agents techniques de santé, 21 auxiliaires puéricultrices, 109 aides-soignants et 30 brancardiers. Le nombre de candidats ayant passé l'épreuve de présélection basée sur la compréhension du français et la maîtrise des nombres est de 2829. Les résultats révèlent un taux élevé d'analphabétisme et des taux d'échec suivants. Pour les infirmiers, 60,45%. Pour les sages-femmes, 82,14%. Écoutez bien, le taux d'analphabétisme et le taux d'échec au niveau des sages-femmes, c'est 82,14%. Pour les agents techniques de santé, 78%, s'il vous plaît, c'est énorme. Pour les auxiliaires puéricultrices, 93,70%, presque 100% des analphabètes là-bas. Ces taux d'échec sont comparables ou supérieurs à ceux des candidats non diplômés des écoles paramédicales, à savoir les aides-soignants, 60,5%, et les brancardiers, 38,58%. Ces résultats sont le reflet de la mauvaise qualité. Écoutez bien. Ces résultats sont le reflet de la mauvaise qualité du recrutement par concours des apprenants, de la formation pédagogique, de la gestion scolaire caractérisée, là aussi j'insiste, je répète, de la gestion scolaire caractérisée par la fraude, la tricherie et la corruption. Alors, les actions souhaitées par la Direction générale de la santé. Ces données justifient l'assainissement des pratiques administratives à la direction des examens et concours techniques dans les écoles paramédicales et le renforcement de la lutte contre la tricherie, la fraude et la corruption. La préservation de la vie et la qualité des soins en dépend.
Note signée par le directeur général de la santé, le professeur Richard Bileko. C'était le 1er mars 2021. J'ai tenu à lire cette note pour dire aux Congolais, quand vous allez à l'hôpital, ce sont ces gens-là qui vous reçoivent. Prenez le soin de bien vous renseigner. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission. Et dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez du système de santé au Congo-Brazzaville, de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais bien avant, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.